une grosseur. Ils échangeront sur 3 grandes questions. Que nous apporte l'océan? Quels sont les risques? Et enfin, quelles actions? Alors, nous laisserons bien sûr le temps pour des questions publiques tout au long de ces échanges. On va interagir, on vous laissera interagir. Alors, tout d'abord, lors des présentations, je vais appeler Pascal Larnaud, tout d'abord. Pascal, vous êtes responsable de la station Ifremer de Lorient. Votre spécialité est technologie halieutique. Je vous laisse vous asseoir où vous préférez. Vous nous parlerez donc de l'importance de l'océan comme mer nourricière et l'importance de réguler l'exploitation maritime, tant sur un plan juridique que technologique, pour éviter la surpêche. Voilà, en résumé, Pascal Larnaud. Loïc Irvien, que l'on accueille également à cette table ronde, vous êtes délégué de produits en Bretagne et en Morbihan. On rappelle que ce réseau créé en 1993 contribue, pardon, je me suis trompée de non, c'est bon, contribue à la dynamique économique et culturelle de notre région. Alors forcément, plusieurs entreprises liées aux productions maritimes y sont associées. On verra que l'océan ne concerne pas forcément que celles directement liées aux productions maritimes. Arnaud Nicolas, qu'on a entendu tout à l'heure, vous êtes vice-présidente de Lorient Agglomération, chargée de l'environnement, de la gestion des risques et des espaces naturels. Vous interviendrez tout particulièrement justement sur les actions menées à l'échelle de votre territoire. Elles sont nombreuses et ne datent pas d'hier, comme vous l'avez déjà rappelé. Ronan Le Guen, que nous avons entendu présenter en début de matinée une étude sur la biodiversité en Bretagne. Donc, je rappelle, on l'a dit tout à l'heure, mais vous œuvrez au sein du Conseil économique, social et environnemental de la région de Césaire. Enfin, David Meunier, que nous avons également entendu tout à l'heure, qui nous rejoint à cette table ronde. Je rappelle, donc, vous êtes directeur du laboratoire CNRS Géosciences Océan à l'Université de Bretagne Sud. Voilà, nous sommes finalement 5 ce matin et on va démarrer avec un premier axe de réflexion que nous apporte l'océan. Et pour démarrer, je vais laisser la parole à David Meunier. Pour vous, l'océan vit avec plancton et sédiments, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est la base de la chaîne alimentaire, mais quel est leur rôle? Merci. Donc effectivement, je pense qu'à l'échelle globale de la planète, mais pour revenir à des considérations, disons, plus régionales, ou parlons à l'échelle du golfe de Gascogne, il y a 2 sujets qui me semblent importants, c'est la colonne d'eau, et donc sa qualité, pas exclusivement y voir derrière le mot qualité contamination. Je pense que c'est effectivement de bien connaître, et je pense que Ifremer travaille depuis de nombreuses années à savoir que trouvons-nous dans la colonne d'eau, et en introduction, vous avez parlé justement de ce plancton en particulier. C'est pas exclusivement du plancton, une colonne d'eau, c'est aussi des nutriments, des sels nutritifs, et pour embarquer, on reçoit sur les bateaux de l'Ifremer ou de Génavir, effectivement, on fait des mesures qui nous permettent d'avoir des biosurveillances ou des surveillances de ce milieu physique. Et il y a un deuxième sujet, effectivement, sur lequel il faut avoir cette sensibilité, c'est les fonds marins. Ces fonds marins, ils peuvent être effectivement comme ce que vous avez sur le littoral, rocheux, vaseux ou sableux ou mixtes. Et la ressource biologique, la pêche en général, va aussi conjuguer non seulement en compte de cette qualité de l'eau, mais aussi en fonction de ce que vous trouverez sur le sol et de ces interfaces. Les pêches ne sont pas les mêmes. Indépendamment si on ne parle pas de pêche, je pense que continuer d'avoir cette base de données qu'on construit, qu'on alimente, tous scientifiques que nous sommes sur ces sédiments, de mieux les comprendre, de mieux les connaître, de mieux mesurer ce qu'on peut avoir au sein de ces particules sédimentaires est une nécessité. Je rappellerai que dans un contexte, par exemple, de changement climatique, d'élévation éventuellement de la température, je pense particulièrement à la pêche de la sole, vous en parlerez avec moi, mais c'est un vrai sujet, à savoir qu'au préalable, il faut aussi rappeler que le cycle biologique d'un poisson peut passer et dépendre de certaines niches écologiques. Et on a cette nécessité de bien faire comprendre que ces espaces doivent être préservés. Et je pense que parfois, en tant que citoyen, on peut avoir des activités où il est bon de les laisser tranquilles, ces vasières. Je le dis souvent aussi aux étudiants, à savoir que le sable des plages, les gens trouvent ça très noble, et c'est noble dans le sens où
C'est agréable, c'est un espace où vous pouvez vous y reposer sans vous y salir. Néanmoins, les systèmes vaseux sont la source d'une richesse à la base de ce dont le représentant d'Ifremer parle avec moi. Donc je pense qu'il faut continuer d'investiguer la connaissance sur la qualité de l'eau dans le temps et dans l'espace, à toutes les profondeurs, du littoral jusqu'à 200 ou 2000 mètres. Donc les travaux de Mentara ou Ifremer ou d'autres structures sont une nécessité, les partager. Et sur la colonne sédimentaire, je dirais la même chose. Voilà. Très bonne introduction. Alors, Pascal Arnaud, vous avez été plusieurs fois interpellé durant ces premiers mots. Vos recherches portent sur la mer nourricière. L'océan nous apporte tout à manger. Partez un petit peu là-dessus, puis expliquez-nous quelle est la place du port de Lorient en Bretagne et en France, Pascal Arnaud. Oui, bonjour à tous, merci. J'avais quelques diapos pour accueillir mon propos. Bien sûr, vous pouvez les passer. Alors, est-ce qu'en technique, on peut nous passer les diapos de Pascal Arnaud, Ifremer? En tout cas, vraiment, ma conclusion va rejoindre ce que tu disais tout de suite complètement. Mais bon, la mer nous nourrit, effectivement, il ne faut pas qu'on oublie aussi. Et bon, je vous proposais effectivement de faire un petit point rapide. Alors, justement, je n'avais pas dans mes diapos, je n'avais pas mis le niveau international, juste, mais j'aurais sûrement dû le faire, le fameux diagramme de la FAO. En gros, aujourd'hui, la pêche et l'aquaculture mondiale, ça représente à peu près 180 millions de tonnes. La pêche, elle est à 95 millions de tonnes à peu près, la pêche continentale et maritime. Elle est stable à peu près depuis le milieu des années 80, 87, 90. Quoi. Elle a un petit pic aujourd'hui, mais c'est relativement stable. L'aquaculture, elle, croît, en particulier avec l'aquaculture continentale. Voilà. Alors, l'Europe, là-dedans, représente à peu près 3% de l'ensemble, et la France représente 11% de l'Europe. Voilà, pour situer les choses à peu près. Bon, tout ça, après, on peut parler de poids vif, mais en tout cas, sur cette première diapo, je commençais par celle-là pour la France. Là, on est en France, toute production confondue, donc pêche fraîche et congelée, dont la pêche continentale, conchyliculture et autres, on est à peu près à 700 milliers de tonnes. C'est important, c'est presque négligeable au niveau international, mais c'est important pour nous. Et je voulais surtout vous montrer ça parce que, bon, on a la pêche, bien entendu, mais aussi la pisciculture, finalement, qui n'est pas négligeable, mais aussi la conchyliculture, qui est à un niveau très important. Et quand on voit sur le schéma de droite, en termes de valeur, on est aussi très important dans le schéma. Et ce sera, je reviendrai là-dessus sur ma conclusion. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà, et la Bretagne, maintenant, la Bretagne, en gros, sur la pêche fraîche et congelée, on est à peu près à la moitié de la production nationale. Voilà. Voilà, je passe très rapidement, mais voilà, 52-53%. Et puis, nationale, pardon, métropolitaine. Prochaine diapo. Merci. Alors là, voilà, bon, c'est juste pour vous situer un petit peu les choses et situer l'Orient. Maintenant, on arrive au niveau l'orienté, sur les ventes déclarées en à la marée. En fait, alors l'Orient est le premier port en termes de valeur au niveau national, et le deuxième après Boulogne-sur-Mer. Donc Boulogne fait à peu près 19 000 tonnes, l'Orient 15-16 000 tonnes. C'est beaucoup moins que par le passé. Mais voilà, on est, disons, le deuxième en quantité, le premier en valeur, tout simplement parce qu'on a à l'Orient, vous avez la langoustine, le port langoustinier est très important, des poissons de la Lotte, par exemple, qui ont une valeur beaucoup plus importante que ce que l'on retrouve à Boulogne. Et on voit bien sûr dans ce, vous ne pouvez peut-être pas le lire sur ce, mais les ports bretons évidemment sont bien placés dans tout ça pour faire les 50% dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Alors voilà, ça c'est intéressant aussi, c'est juste pour situer les types de pêche de tout ça. Qu'est-ce qui nous apporte ce poisson-là? Aujourd'hui, c'est le chalut qui reste de loin l'engin, le premier engin, que ce soit des chalutiers exclusifs ou des chalutiers polyvalents, après les fileyeurs et autres types d'engins de pêche. Voilà. Et pour terminer sur les espèces, ça c'est un point que ça me semble intéressant de vous montrer effectivement quelles sont les principales espèces vendues en France. Donc là, on n'est pas au niveau l'orienté. Au niveau l'orienté, effectivement, je crois que là, on est sur le merlu, la lotte, la langue bleue, la langoustine. Mais là, c'est au niveau national. Le thon avec le thon tropical en particulier, qui est la première espèce, c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes pour nous quand on regarde de l'Orient. Et puis, voilà, c'est les huîtres, les moules apparaissent comme les deuxièmes espèces derrière. Moi, c'est quelque chose qui me surprend, mais qui est vraiment important. Et je ferai ma petite conclusion de cette partie-là là-dessus. Mais après, bon, on a le merlu, voilà, la truite, le hareng, etc.
Mais effectivement, quand on voit ça, on se dit que ça rejoint complètement ton propos tout à l'heure, qu'il faut vraiment protéger nos zones côtières où finalement la conchyliculture est très importante. C'est important pour ces espèces-là, pour les huîtres, les moules et autres, mais aussi pour les poissons. Et ça, vraiment, on ne s'est pas concerté, mais effectivement, les nourriceries de poissons sont en zone côtière. Souvent, on met en face de nous, on attaque souvent la pêche hauturière. Il y a des choses à dire, on y reviendra dans les risques et tout ça, mais on a chacun notre part vraiment en zone côtière. Et là, c'est de notre responsabilité. C'est sûrement plus facile d'attaquer la pêche hauturière, mais on a chacun notre responsabilité à chaque fois qu'on va sur une vasière, qu'on se douche, quoi que ce soit dans la mer, quoi, voilà. Ou qu'on fait du bruit avec un jet ski. Voilà. Donc, ça rejoint tout à fait, mais on est complètement en phase. Armel Nicolas, l'océan fait partie de votre territoire, ça on le sait, le pays de l'Orient, hein, et on est à la fois un décor attractif, une ressource économique, mais aussi une zone à protéger pour rejoindre. Alors le pays de l'Orient, outre les communes de CBBO, mais l'Orient agglomération avec ses 25 communes, c'est un territoire inscrit entre mer, rade, vallée, et c'est important de le dire. C'est un territoire qui dispose de 132 km de littoral quand même, avec un littoral aussi très varié, hein, un littoral rocheux, un littoral, vous l'avez évoqué tout à l'heure, des plages de sable, des espaces de vase. C'est un littoral qui génère toute une activité économique et variée aussi pour le territoire de l'Orient, entre la pêche, vous venez de l'évoquer, les activités économiques liées à la pêche, tous ces loisirs, mais aussi ce territoire qu'on préserve au travers des espaces naturels. On l'a évoqué tout à l'heure, cette voie verte entre Guidel et Plumeur, mais je voulais aussi évoquer cette artificialisation de nos espaces côtiers qui s'est fait au travers des années. Bien sûr, sans condamner, comme vous le disiez, mais il y a eu un certain bouleversement quand même au travers de certains investissements, au travers des années, notamment à partir des années 60. Donc un territoire riche, mais un territoire fragile, un territoire vulnérable, un territoire qui nous appartient effectivement individuellement et collectivement, un territoire qui nous appartient de protéger. Donc je serais très bavarde si on me laissait la parole, parce que quand je resitue les activités et les actions de l'Orient agglomération sur le territoire, en collaboration étroite d'ailleurs, dans le cadre d'une convention avec l'UBS, et je le disais tout à l'heure, tant pour la biodiversité, mais pour toute la protection de notre littoral, parce que c'est un littoral vulnérable, il y a des actions importantes qui sont portées, et ce depuis des années. Hein. L'AGLO a commencé à travailler ces thématiques-là depuis 1999. Bon, tout le monde se rappelle de la tempête de 2008. Hein. Là, je rentre déjà au niveau des aléas. On verra peut-être sur les actions concrètes. Mais un territoire riche et varié, comme je viens de le dire, qui nous appartient de protéger. Et je voulais rebondir effectivement sur la qualité des eaux de notre littoral. Il faut travailler amont-aval. Et effectivement, la qualité de nos eaux du littoral sera atteinte en fonction de tous ces travaux qu'on porte sur les bassins versants. Merci. Alors Loïc Quirien, qu'apporte l'océan au réseau produit en Bretagne? Est-ce qu'on peut parler justement des entreprises qui sont liées directement et indirectement? Oui, tout à fait. Bon, d'abord, ce qui est intéressant dans l'approche de Produits en Bretagne, c'est peut-être de revenir à sa genèse et sa raison d'être. La raison d'être de Produits en Bretagne, c'est vraiment de prendre son destin en main. De reprendre au niveau du territoire, de créer un collectif et d'essayer par des actions de soutenir dans un moment de crise à cette époque-là, en 1993, une nouvelle crise agricole, et donc qui était surtout une crise de débouchés, une crise de valorisation des productions agricoles, d'associer les acteurs d'un collectif, les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, pour essayer de faire en sorte que la création de valeur soit plus équitablement répartie. Donc, et avec un objectif qui était d'agir sur le terrain pour protéger l'emploi et le développer si possible. Donc au fil du temps, cette histoire se construit. Aujourd'hui, c'est 480 entreprises qui adhèrent au réseau Produits en Bretagne. Et sur ces 480 entreprises, à peu près 10%
directement liés à la mer. Certains ce sont des ostréiculteurs, des paludiers. Donc, ostréiculteurs ici, par exemple, les huîtres en riz à Crac, les paludiers plutôt du côté de Guérande, mais aussi les conservateurs, ceux qui transforment le poisson et en font des conserves, donc, comme Louis Bidec à Concarneau, par exemple. Ce sont aujourd'hui des entreprises qui sont directement liées à la qualité et à la quantité des productions maritimes pour pouvoir les transformer en nourriture. C'est ça l'objectif. Mais c'est également des projets peut-être un peu plus innovants, comme on a pu avoir le cas l'année dernière avec le projet de grain de sel. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un projet à la fois sociétal et environnemental. Sociétal parce que c'est transformer du chocolat, du café en intégrant un ESAP, et puis de recréer une liaison maritime entre la Bretagne, les États-Unis et les Antilles pour à la fois porter les produits valoriser la production vers les États-Unis, revenir en allant chercher du café et du chocolat qui seront retransformés ici. Et donc il y a une forme de circulation avec un bateau qui est à voilier, et qui a été baptisé l'année dernière ici à Lorient. Donc c'est aujourd'hui un réseau qui est directement lié pour une partie de ses activités à la mer et pour la plus grande partie de ses activités à l'eau, parce que l'agriculture est forcément dépendante aussi de l'eau, et donc à la fois pour pouvoir produire du végétal et des productions animales, et donc a aussi une part importante dans le cycle de l'eau qui redescend après sur les bassins versants, qui réalimente à la fois en bien et en moins bien parfois, donc le cycle de vie qui se retrouve dans l'océan. Donc c'est aujourd'hui un réseau totalement impliqué par ses actions du quotidien, par la valorisation des productions végétales et animales du territoire, pour aussi créer une richesse collective, parce que dans le vivant, il y a aussi l'être humain. Et donc, une partie de l'histoire de la Bretagne s'est aussi construite par cette valorisation de ces productions agricoles et aquatiques et maritimes. Merci. Alors, Ronan Le Guen, tout à l'heure, vous nous avez vraiment expliqué sur un plan global, en parlant de la diversité, pas seulement côté mer. Vu la particularité géographique que représente la Bretagne, une avancée de terre dans la mer, quel rôle joue justement cet océan, plus particulièrement sur la biodiversité de la région? Alors, effectivement, on a parlé tout à l'heure des données, et à chaque fois qu'on présente des données, on est souvent surpris entre ce qu'on avait comme idée et la réalité. Par exemple, on parlait du thon, c'est vrai que moi, c'est vrai que ça me surprend. Tout à l'heure, vous parliez du fait qu'on est de plus en plus informé. Et nous, justement, dans notre étude, on s'est rendu compte que les choses étaient extrêmement complexes et qu'il fallait effectivement s'approprier beaucoup de données pour pouvoir comprendre les enjeux. Et justement, souvent on parle en silo, c'est-à-dire on parle de la terre, de la mer et de l'estran du littoral. Et dans notre étude, on s'est rendu compte justement qu'il y avait beaucoup d'interactions et qu'il ne fallait pas être focalisé sur un point particulier, mais bien comprendre que c'était un ensemble, un écosystème, et que tout ce qui était fait en amont se retrouvait en aval, et on avait souvent du mal à voir où commençait l'amont et où finissait l'aval. Justement, la conchyliculture, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que si la qualité des eaux qui est déversée dans les estuaires n'est pas bonne, forcément la qualité du produit final ne sera pas bonne, et en plus, les rejets, eux aussi, seront pollués, et ça touchera encore plus le milieu. Donc, en Bretagne, on a cette particularité d'avoir toutes ces interactions extrêmement concentrées, et donc, quand on parle de biodiversité, il faut vraiment réfléchir aux impacts sur tous les systèmes, et ça n'est pas forcément facile d'agir, parce que, comme on a une vision très silotée entre la mer et la terre, et bien, même au niveau des réglementations, c'est complexe, parce que quelquefois les gens ne se rencontrent pas, ou les conditions pour pouvoir travailler ensemble ne sont pas réunies. Et c'est ce type de choses qui doit être prises en compte, justement, pour pouvoir travailler sur une meilleure compréhension des interactions, pour pouvoir préserver cette biodiversité sur ces trois territoires qui ont plus que des frontières communes, qui sont vraiment en réalité un seul territoire, mais avec des modalités de fonctionnement un peu différentes. On entend beaucoup la notion de travailler ensemble. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure dans les actions menées. Est-ce qu'il y a un public sur cette première thématique, cette première axe de réflexion sur que nous apporte l'océan, et en particulier ici en Bretagne, sur le Pays d'Orient? Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez soulever ou évoquer? Je vous laisse la parole.
là, on a parlé beaucoup de l'influence que peut avoir la Terre sur la mer, donc des pollutions telluriques. C'est vrai qu'on a insisté dans le Conseil maritime de Façade là-dessus, mais on a eu une difficulté quand même à travailler avec des stages, des sages, enfin, tout ce qui est. C'est le niveau national qui nous a bloqués. C'est-à-dire, c'est quand même bizarre. Sur l'idée d'avoir des indicateurs communs, et c'est vrai que c'est important aussi parce que si on ne regarde pas les mêmes choses, ben, on ne peut pas agir. Et donc, on va le faire, on va créer un groupe de travail sur la Bretagne et sur les Pays gallois, mais pour montrer qu'il y a quand même des freins aussi qui sont aujourd'hui incompréhensibles sur ces sujets-là. Tout le monde parle de l'intermédiaire, mais qu'est-ce qu'on fait exactement? Sur un exemple précis, peut-être sur la pollution dans la rade de Brest, par exemple, on voit qu'il y a des pollutions sur les coquillages, on voit bien qu'il y a des problèmes d'huîtres et que ça vient bien de quelque part. Or, les indicateurs stage ou sage donnent une eau qui est soi-disant bonne. Or, on constate que ce n'est pas le cas, parce qu'en fait, il y a des virus, il y a des choses qui arrivent qui montrent que c'est pas la qualité d'eau, elle n'est pas là, quoi. Donc, il y a des efforts à faire. Et l'autre point que je voulais soulever aussi, c'est on parle très peu de l'influence de la qualité de l'air aussi sur. C'est un domaine qui est un peu absent, je trouve, même y compris dans ce document. Donc sur la qualité de l'air et l'influence qu'elle peut avoir sur la mer. C'est vrai que ça paraît comme ça pas évident, mais l'acidification des océans, ça vient aussi de là. Et là, on remet en cause peut-être un peu trop le système, c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est que cette émission de CO2, ça veut dire qu'il faudra bien un jour, on se concentre des fois sur quelques acteurs, simplement agriculteurs, mais je pense que c'est globalement quand même toute la pollution atmosphérique aussi qui existe aujourd'hui, qui a une influence forte, et donc ça veut dire réfléchir beaucoup plus loin que juste viser quelques acteurs. Merci. Peut-être Pascal Arnaud sur le premier point. Est-ce que ça bloque des fois entre les recherches au niveau régional et national? Est-ce que ça fait écho ce qu'a dit cette personne? C'est pas ma spécialité du tout. Non, même au niveau comme vous travaillez pour IFOMER, oui. il y a une dimension aussi nationale. Oui, alors quelquefois, il y a moi, ce que je vis avec mes collègues, parce qu'au laboratoire de Lorient, on a maintenant un laboratoire environnement-ressources qui était à la Trinité précédemment. Et c'est vrai qu'il y a, alors, dans les domaines, dans les réseaux d'observation nationaux, mais aussi, effectivement, on entend, il y a souvent des problèmes très très locaux où il est très difficile de tout étudier. En fait, c'est une question de moyens. Voilà, donc il y a effectivement, je comprends qu'il y a des difficultés de ce type-là. Bon, globalement, il y a des réseaux d'observation poussés quand même, par exemple, pour l'exemple l'orienté, il y a vraiment des prélèvements qui sont faits régulièrement, mais il y a tellement aujourd'hui de risques potentiels avec le réchauffement, lié au réchauffement, il y a plein de choses que, effectivement, au niveau local, il y a vraiment souvent des besoins. Vous savez, quand on a le cas sur l'Orient, quand on est contraint de faire des expertises, par exemple, mais quand on veut draguer un port, par exemple, il faut vraiment imaginer toutes les conséquences que ça peut avoir, quoi. Et là, on est vraiment à un niveau local, et c'est pas forcément vu par des études plus larges, quoi, si vous voulez. Donc, effectivement, je ne sais pas si ça répond à la question. Je vous en prie, alors, Armand Nicolas. Pour répondre à l'intervention de monsieur, je suis interpellée quand même par votre réflexion dans la mesure où, au niveau de la région Bretagne, on a de vraies bibliothèques de données quand même, quel que soit le domaine d'intervention, que ce soit pour la qualité de l'air, que ce soit pour la qualité des eaux. Il y a les structures des SDAGE et des SAGE quand même qui, localement, peuvent vous donner aussi un certain nombre d'informations. Il y a les associations, Eaux Rivières, Bretagne Vivante. Bonjour, depuis Eaux Rivières de Bretagne. Pour rejoindre le propos de Guy, il se trouve qu'en fait, la gestion de notre environnement à terre, donc via les SDAGE, les documents de planification, donc les SDAGE et les SAGE, pour ce qui sont les eaux douces, mais qui vont quand même jusqu'à 1000 en mer, répondent à une obligation réglementaire de l'Union européenne, qui est la directive cadre sur l'eau. Et donc qui demande
dépression, en repoussement permanent. Mais cette critère de bon état de la qualité de nos eaux sont un certain nombre de critères. Est-ce qu'ils nous permettent d'atteindre en réalité, in fine, sur le terrain, en Bretagne, et y compris sur la rade de Brest, un réel bon état, c'est-à-dire qu'on n'ait pas de contamination? En fait, on se rend compte que non. Ça, c'est un premier travers. Le deuxième travers, c'est que, et c'est ce que disait Guy, il y a un autre document de planification en mer qui s'appelle la stratégie en mer, le DSF-NAMO, qui répond à une autre directive européenne qui, elle, est la directive 4 stratégie pour le milieu marin. Et là, on se retrouve avec d'autres critères. Et au final, sur le terrain, les acteurs se retrouvent à être concertés et à construire ces documents-là, mais nous sommes contraints de rentrer dans des grilles de lecture qui sont différentes. Et ça ne fonctionne pas là à nouveau. Et c'est ce que nous avons demandé. Et mon vice-président, là, Jean-Yves Piriou, très actif, notamment sur les marées vertes, a fait remonter cela. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé embuté avec le ministère de la Mer, qui nous répond, on verra ça. On va voir pour harmoniser ces critères-là. Mais en fait, on en a besoin maintenant. On en a besoin maintenant. Et puis peut-être que, effectivement, comme vous dites, Armel Nicolas, il y a plein d'études et tous ces chercheurs qui sont là regardent sur le terrain et on dispose d'études qui sont critiques, en fait, sur l'état de nos milieux. Mais, à nouveau, les indicateurs qui sont pris en compte ne sont pas les bons radars. La législation n'est pas adaptée au... Non, et pour ce qui est du territoire breton, c'est très particulier, parce qu'en fait, le territoire breton, nous n'avons que nos eaux qui comptent, entre guillemets, à part la Loire qui nous amène un panache important, mais en Bretagne, nous n'avons que nos eaux qui vont déterminer nos eaux côtières, l'état de nos eaux côtières, et ce sont des cours d'eau très très courts, mais fortement impactés par une activité massive humaine, qui sont l'agriculture et l'artificialisation des sols, qui sont juste énormes. Nos leviers d'action, il ne faut pas chercher plus loin, ils sont ceux-là. Merci. Quelqu'un pour réagir? David Meunier ou Ronan Le Guen, pour l'équipe au En prolongement de ce que j'ai pu entendre, les démarches sur la biosurveillance des eaux côtières, je pense qu'effectivement, il y a des jeux de données qui existent. Il faut les faire parler ou les partager. Je pense que ça fait vraiment partie d'un challenge. Et comment savoir qu'à la Côte d'Orient, vous avez 6 sondes dans la rade sans jamais vous être posé la question? C'est-à-dire que comment j'ai été chercher l'information? C'est sur une période récente, en fait, au laboratoire, sous l'impulsion d'un de mes chercheurs, un axe qu'on a développé depuis 20 ans, on veut travailler sur la qualité de l'eau. On a beaucoup travaillé avec les conchyliculteurs. Ma collègue Evelyne Goubert a travaillé beaucoup sur ce sujet. On a mis en place une sonde multiparamètre dans le golfe du Morbihan, puisque la vanne est juste devant, une sonde multiparamètre pour reprendre des sujets qui étaient portés à l'époque par l'université de Rennes à la station biologique de Bayonne. Je ne veux pas avoir peur de le dire et je ne veux choquer personne. Je pense qu'une des erreurs qu'on a faites, c'est d'arrêter de faire des suivis continus et d'avoir des levées continues à l'interface terre-mer. Et je crois que c'est ça le challenge de demain. Il existe des outils. J'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça, et avec l'Université de Bretagne, on a rencontré M. Olivier Nézet. Il y a des sujets qui vont être portés par la pêche aujourd'hui. Je pense que c'est tous les interlocuteurs du secteur privé, associatif, du secteur public qui vont être intéressés à voir comment on peut investir dans du matériel qui coûte, une somme multiparamètres, c'est 25 à 30 000 euros, souvent financé par la région Bretagne, il faut la maintenir. On a un accord, par exemple, c'est très simple, avec la ville de Séné, on veut aller voir 20 agglomérations, et on aura exactement la même démarche, et c'est déjà acté avec le Pays de Lorient. Je crois à ça. Par contre, il faut du temps, et c'est vrai qu'on ne se parle pas parce qu'on ne se connaît pas. Et c'est pas qu'on ne se connaît pas, parce que je connais très bien le père fondateur de Eaux et Rivières de Bretagne, pour l'avoir vu plusieurs fois, mais il n'empêche que notre temps, parfois, dans les laboratoires, est contraint. Même avec des collègues de l'Ifremer-Lorient, je ne vous ai jamais visité, sauf pour d'autres sujets. Et c'est là où, comment on peut trouver, changer aussi nos métiers, parce que moi je me rends compte qu'en tant que chercheur, j'étais toujours dans la priorité, il faut que je publie. Or, on voit bien que le monde a changé, vous voulez vous installer sur le temps long, donc c'est plus sur le temps court. Donc voilà, j'ai parlé de deux choses. Je crois que l'investissement des jeux de données qui existent, que l'Ifremer a une expertise et une expérience ancienne, on voit que certains secteurs veulent le mettre en place, que le monde universitaire veut le mettre en place, c'est pourquoi je pense que par le réseau, on peut essayer de conjuguer nos efforts. Et alors,
pense que Renaud Le Guen peut intervenir là-dessus, parce que justement le rôle du Césaire, c'est de mettre tout le monde autour de la table et de faire travailler tout le monde ensemble. Apparemment, tout le monde a envie de cette collaboration et ne le fait pas. Oui, effectivement, et quand j'ai entendu les noms qui sont cités, Jean-Yves Perriot est un membre du Césaire, il vient de démissionner, mais il a travaillé avec moi dans la commission SEGVI sur, sur ce rapport biodiversité, et Olivier Lenézé est également membre du Césaire, donc il représente le secteur de la pêche. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, notre institution est justement au carrefour de toutes ces interactions, et donc justement ça nous a permis de prendre conscience de cet effet silo. Alors, vous m'excuserez, je vais insister sur cet aspect-là, mais typiquement c'est ce dont on parle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de données, je vous rejoins, les big data, enfin pas les big data, mais la collecte de données est exponentielle, tous les 5 ans j'imagine c'est multiplié par 100 peut-être. Donc ce qui fait qu'à une époque c'était entre gens de bonne compagnie qui avaient leurs propres données, les travailler, et après ils discutaient de temps en temps avec d'autres, mais voilà, c'était pas très stratégique. Aujourd'hui, un des problèmes, c'est de collecter des données, mais deux, que les données, alors comme dirait un de nos collègues des data scientists, que les données soient propres, dans le sens qu'elles soient gérables. Et donc, je pense que les gros enjeux de l'avenir, pour justement pouvoir travailler et mesurer derrière, évaluer et se projeter, c'est d'avoir des données qui soient compatibles entre elles. Et ça, je pense qu'il y a vraiment un gros problème là-dessus. Je vois au niveau de la région, il y a un outil qui s'appelle l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, l'OEB. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. C'est en tout cas un outil, je pense, qui a un grand avenir pour pouvoir justement structurer cette collecte de données, pour pouvoir faire que tous les acteurs des différentes structures puissent parler de la même chose et évaluer ensemble des thèmes avec une vision cohérente. Et donc, je pense que vraiment, dans le domaine là aujourd'hui de la biodiversité ou de l'environnement, cet effet silo, il doit être combattu, il doit être vraiment abordé pour que derrière, on puisse travailler en commun. Et travailler en commun, si c'est la tour de Babel, voilà, c'est très compliqué. Et je pense que c'est un des premiers points. C'est un des points sur lesquels il faut vraiment que l'on travaille tous ensemble. Merci. Alors, on a déjà un peu entamé notre deuxième axe sur les risques justement liés à l'océan. Je voulais relancer à ce propos Pascal Larnaud sur vous travaillez donc en particulier sur la surpêche. Vous parlez d'une différence entre la perception du grand public et la réalité de la pêche. C'est-à-dire, expliquez-nous, Pascal Larnaud. Alors, oui, écoutez, je peux essayer de vous parler effectivement de la réalité de la pêche, mais aujourd'hui, effectivement, tout le monde entend parler de la surpêche. Enfin, vraiment, quand on parle de risque, c'est un des risques importants et majeurs, avec, ça a été dit ce matin, avec l'évolution, en particulier des technologies. Voilà, j'essaierai de vous montrer tout à l'heure aussi, peut-être que la technologie peut avoir du positif, bien sûr. Mais aujourd'hui, en fait, alors peut-être que le mieux, j'ai une diapo pour montrer un peu est-ce qu'on peut avoir la diapo dans les risques. Là, voilà. C'était pour vous parler en fait une notion très importante qui est celle de ce qu'on appelle, voilà, si vous pouvez passer la diapo, merci. Et puis voilà, et vous aurez à cliquer un petit peu, mais c'est ce qu'on appelle l'effort de pêche, en fait, une notion très importante. Et c'est-à-dire que vous avez la pression de pêche en bas, en abscisse, comme on dit, et puis vous avez la production, la quantité, et là on parle d'un stock. C'est une courbe typique pour un stock. Quelconque, c'est pas un stock particulièrement. Mais la pression de pêche, donc c'est le nombre de bateaux que vous allez mettre à pêcher, le nombre d'engins de pêche que vous allez mettre, le nombre de jours que vous allez passer à la mer. Et en fait, vous voyez très bien sur cette courbe, on part de zéro. Alors vous avez, là c'est présenté en forme de, on a une situation actuelle à zéro, puis on a des pertes ou des gains. Bon, mais c'est la production du stock, la quantité qu'on va produire. On part de zéro, un stock qui n'a pas été exploité, et on arrive à un maximum. Et en fait, on se rend compte que quand on a une pression de pêche, donc trop de bateaux, on a une trop forte exploitation, et ce maximum commence à baisser. Et c'est là que c'est dramatique, parce que vous avez plus de bateaux, plus de marins à pêcher en mer, et vous avez en fait un gâteau moins important à se partager. Et là, c'est là que les problèmes arrivent, on va dire. Et l'objectif, c'est d'exploiter à ce maximum, qu'on appelle le rendement maximal durable. En fait, c'est une notion très importante au niveau international. C'est ça, c'est ce maximum d'exploitation qui permet finalement le renouvellement durable du stock. Et c'est alors, on parle souvent de la politique commune des pêches, on décrit même souvent la politique commune des pêches. Alors, il y a eu la nouvelle politique commune des pêches qui commence à dater un petit peu, mais
fois moins que dans les années 80. Hein. Mais sur... Pardon, je vais enlever mon masque, si c'est parce que je vais respirer. Et sur ce qui s'est passé au niveau européen, on a pris la décision de diminuer cette pression de pêche et de casser le bateau, le fameux plan de casse de la politique commune des pêches. Alors c'est assez drastique comme décision, mais ils n'avaient pas vraiment le choix. À l'époque, il n'y avait pas eu d'action comme celle dont on va parler ensuite, mais qui avait été prise à l'époque, et la seule solution, c'était de casser du bateau. Et c'était malheureux, mais c'est ce qui s'est fait. Pour retrouver aujourd'hui, c'est là qu'on a quand même, on cultive quand même une situation un peu dramatique. Hein. Alors j'espère que je pourrai sortir quelque chose de positif un peu de mon propos, mais aujourd'hui, on est quand même sur une tendance à l'amélioration. Hein. Aujourd'hui, 60% des volumes de poissons pêchés sont exploités à ce niveau maximum d'exploitation. Hein, donc on a le RMD, le rendement maximal durable. Donc on a 60% des stocks. Bon, ça veut dire qu'il en reste quand même 40. Quoi, hein. Et par contre, donc, ça c'est plutôt positif, on est vraiment sur l'amélioration. Il y a 20 ans, on était à 15% seulement. Donc à ce niveau-là, sur l'exploitation du poisson, on est sur une tendance nette à l'amélioration. Par contre, il y a quand même des populations aujourd'hui qui sont surpêchées. Il y a 21 le merlan, mer du Nord et mancheste également. Quoi. Et puis il y a des populations effondrées. Alors c'est ça aussi au niveau du grand public, c'est ce qui fait aussi la différence. On martèle ça, c'est souvent ça qu'on entend, hein, et pas forcément que les choses, pour certains aspects, vont bien. Donc c'est là qu'il y a des distorsions un peu. Mais on a par exemple le cabillaud en mer Celtique, alors c'est sûrement lié à des problèmes climatiques hein, aujourd'hui, parce que du cabillaud, il y en a beaucoup dans le nord de l'Europe, mais là en fait peut-être que voilà, le réchauffement climatique joint, tout ça, c'est aujourd'hui il y a un vrai souci sur le cabillaud en mer Celtique, et puis le merlu en Méditerranée, où là c'est pareil, population effondrée, on n'a pas assez de reproducteurs pour que le stock rejoigne ce niveau optimum d'exploitation. Donc là c'est un vrai problème. Alors positivement je peux dire que c'était la même chose dans le golfe, là on parle de la Méditerranée, par exemple le merlu, donc vraiment qui est effondré en Méditerranée. On a eu la même chose au début des années 2000 dans le golfe de Gascogne. Le merlu était effondré. Plan de sauvegarde du merlu en place au niveau européen. Aujourd'hui, depuis 2008, le merlu a considérablement remonté. Aujourd'hui, on a beaucoup de merlu, donc le merlu se porte très bien. Et c'est la première espèce démarquée sur l'Orient, par exemple. Alors, les choses sont un peu différentes. En Méditerranée, malheureusement, le merlu pêché il est très petit, hein, très très petit. Et là, il faudrait vraiment des décisions drastiques pour sauver le merlu, je dirais, en Méditerranée. Et vous voyez, malgré tout, ce ne sont que 2% des stocks. Hein, donc, voilà. Donc, et pour terminer là-dessus, 60% de stocks vraiment issus de populations bien exploitées qui peuvent se reproduire, etc. C'est bien. L'objectif était de 100%. C'était Johannesburg en 2005, je crois, qui avait posé ça, avec cet objectif de 100% à ce niveau de rendement maximal durable. 2015, 2020. Voilà, c'était l'objectif. D'abord 2015 puis 2020. Aujourd'hui, on n'est qu'à 60%. C'est mieux, mais il y a encore du travail. Voilà. Pardon, puisqu'on est sur des comparaisons entre Méditerranée et Bretagne, je passe la parole à Ronan Le Gouët, parce que je crois que sur l'impact de l'empreinte humaine sur la biodiversité des mers bretonnes, il y a à comparer aussi notre région qui est par rapport à la Méditerranée, aux régions méditerranéennes. Voilà, vous aviez un exemple à... Oui, c'était assez surprenant. J'ai enlevé mon masque aussi. C'était donc dans une commission, on avait reçu donc une personne qui venait du sud de la France. Et donc nous, Bretons, très fiers de notre région, la Bretagne, l'espace naturel préservé, un environnement préservé. Et il me disait, étonnamment, le Var, c'est beaucoup plus préservé que la Bretagne. Alors, je me dis pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, effectivement, quand on regarde la côte, elle est bétonnée, et donc là, effectivement, l'environnement était mis en très grosse difficulté. Par contre, quand on va à l'intérieur, il y a très peu d'habitants, et en fin de compte, le territoire en lui-même n'a pas été touché. La Bretagne, paradoxalement, elle
de travailler avec des scientifiques pour justement avoir une meilleure représentation de la réalité, pour pouvoir enfin travailler sur des objectifs qui sont pertinents. Et je pense que cette notion de Bretagne, enfin de territoire, de paysage breton traditionnel, ben moi ça me percute parce que c'est un territoire modifié par l'être humain que l'on apprécie aujourd'hui. Alors justement, Hermane Nicolas, c'est des sujets pour les élus justement des zones littorales. Alors, c'est quoi un risque littoral quand on est élu de ce type de territoire, Hermane Nicolas? Alors tout à l'heure, j'évoquais la dimension de vulnérabilité de notre territoire. Les risques, ce sont les tempêtes, les submersions marines, l'érosion côtière, bien entendu, notamment, avec l'impact sur toutes les zones basses. J'ai évoqué ces zones urbanisées en secteur dense, parfois, en secteur moins dense, avec parfois des structures qui servent aussi les populations, comme les stations d'épuration, les routes, on vient d'en parler, avec cette liaison Guidel-Lorient. Effectivement, avec beaucoup d'enjeux. Loïc Kérillien, pour vous, le risque, c'est la déconnexion au vivant à cause d'une société qui humanise tout. Est-ce que vous nous expliquez? Alors oui, je pense que face à nous, mais peut-être encore plus depuis quelques mois dans cette période de crise ou de post-crise, on a peut-être le constat aussi qu'on s'est un peu déconnecté, au moins depuis 2-3 générations. On a quelque part pris de la liste par rapport au vivant, ou en tout cas une partie du vivant, et on se représente peut-être le vivant de manière alors idéalisée, quel que soit le point de vue, mais pas totalement connecté au réel. Et donc, on l'évoquait à différents moments tout à l'heure, la question de l'éducation, de la transmission. Nos générations bretonnes, celles qu'on connaît un peu plus, il y a 2-3 générations, vivaient à plusieurs générations en même temps. Il y avait une forme de connexion naturelle, au monde, que ce soit la terre ou la mer. Vous l'évoquiez tout à l'heure sur le grand-père de Lisiane qui était pêcheur oisillon. Donc il y avait aussi cette forme d'acculturation, de proximité qui rendait beaucoup de choses naturelles. Aujourd'hui, je pense qu'on a un enjeu, tous, à se reconnecter au vivant, à reprendre la dimension de ce que c'est une relation à la terre, à la mer, à la production agricole, à la production aquacole, à la pêche, à savoir ce que l'on mange, d'où ça vient, comment ça se produit, et comment est-ce qu'on peut réconcilier des aspirations nouvelles, qui sont presque des injonctions paradoxales, pour une partie de notre système productif. Donc on a un vrai enjeu collectif à ce niveau-là, pour essayer de laisser tous les vivants à trouver la place qui permettra à tout le monde d'avoir peut-être un projet plus équilibré, plus serein pour nous tous, et redonner la place bien sûr aux jeunes. Donc je pense que dès le début, dès l'école, chaque fois qu'on peut... Alors on avait les classes de mer avant, donc, et j'ai vu aussi qu'il y avait des classes de rivière, donc ça c'est très intéressant, mais il y a aussi tout un cadre aujourd'hui qui a rigidifié ces possibilités de sortie, d'accompagnement. Comment est-ce qu'on redonne la place à la connexion au réel au cours des cycles d'éducation, et depuis le début. Et là, donc, c'est un travail aussi collectif réglementaire, on l'évoquait tout à l'heure, où il y a 25% d'individuels et 75% de réglementaires. Là, c'est comment est-ce qu'on libère aussi cette relation, on reconnecte tout le monde au vivant. Et donc, dans ce schéma-là, je pense qu'aujourd'hui, on a face à nous aussi des risques, qui sont des risques de conflits d'usage. On l'évoquait sur le littoral, aujourd'hui la Bretagne s'est battue pendant des générations pour sortir de sa périphéricité et être attractive. Aujourd'hui, on va peut-être être en face de l'inverse. On va peut-être avoir aujourd'hui des conflits qui font que la notion où d'un côté on va demander à une agriculture d'être plus extensive et donc d'avoir un rapport à l'espace qui soit plus grand encore, donc peut-être aussi de continuer à modifier certains paysages, et en face de ça, et certaines études aujourd'hui de projection démographique disent que dans 20 ans, dans 25 ans, dans une génération, la Bretagne aura peut-être gagné 15 à 20% de population, et principalement par des flux migratoires, et qui vont plutôt venir consommer une Bretagne littorale. Et donc mettre une pression sur cet usage du littoral, avec des effets aussi, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, l'agriculture a un effet sur la qualité des eaux, mais l'urbanisation aussi. Et donc derrière, il y a tout le traitement des eaux usées, par exemple, qui est un vrai enjeu territorial également. Et comment est-ce qu'on
on va réussir à partager ces espaces, à continuer à avoir de l'activité, y compris l'accompagnement du vieillissement, c'est un enjeu aussi sociétal, même si on s'éloigne un peu de la notion de l'eau, mais c'est quand même aussi une projection pour la Bretagne, et permettre aux jeunes de trouver et d'accéder à des logements à proximité de l'endroit où il y aura du travail. Et donc là, on est aussi sur un autre enjeu d'aménagement, qui est un enjeu conséquent de partage d'usage et d'équilibre entre les différentes populations, les différents souhaits de Bretagne, en fait. Je vous en prie, Nicolas. Je connais bien les sujets que vous évoquez à l'instant. Effectivement, je pense que les politiques auront une grande part de responsabilité dans les années à venir. Oui, 400, 500 000 habitants de plus en Bretagne. Ces habitants, on le sait, auront cette volonté à habiter sur le littoral. Mais la question, elle est fondamentale. Le prix du foncier sur le littoral. Donc, et nos jeunes, cette politique du logement pour nos jeunes, si on veut garder nos jeunes, parce que la population en Bretagne, elle est vieillissante, donc si on veut que cette Bretagne soit dynamique pour les années qui viennent, il va bien falloir que les politiques mettent en place des outils assez répressifs et assez forts pour que ce foncier du littoral soit équilibré avec le foncier un peu plus rural et qu'il y ait une interconnexion entre littoral et ruralité et qu'on puisse garder nos jeunes dans le cadre de toute des phases de formation, qu'on puisse garder nos jeunes sur notre territoire breton. Mais on va être confronté à ce réel problème quand on évoque 400 à 500 000 habitants en plus en Bretagne. En tant qu'élu de Lorient Agglomération, on est actuellement à écrire notre projet de territoire. Il y a un terme dans ce projet de territoire, et je l'ai dit dès le départ, attirer. On veut attirer sur le territoire de Lorient Agglomération. Mais quelles sont nos capacités d'accueil à recevoir sur notre territoire plus d'habitants? Quand on sait que chez le préfet, dernièrement, on écrivait un arrêté pour les interrogations sur un temps pour la sécheresse. Quand on sait, au travers du Sage et de la clé du Sage, que nos réserves en eau potable, qu'on n'a pas commencé encore à utiliser en Bretagne, sont limitées. Donc oui, effectivement, j'entends ce que vous dites, mais qu'allons-nous mettre en place? Qu'est-ce que les politiques vont mettre en place? Parce que ce sont les politiques qui vont porter cet aménagement du territoire. Et oui, au niveau de nos ressources, je pense qu'il y a une grande interrogation et il y a danger. Sur la question du foncier, David Meunier, je ne vous ai pas donné la parole sur la question des risques. Le risque, c'est un déséquilibre du vivant. Je partage ce que vous avez dit complètement. Je pense qu'on vit face à une contradiction sur une Bretagne qui est géographiquement fait 250 km plutôt de largeur. C'est aussi ce qu'avaient les géographes. Hein. Vous avez la chance en Bretagne d'être toujours à moins de 100 km de la mer. Je trouve ça remarquable, cette péninsule. Trouvez-moi-en une autre, je la cherche toujours, à l'échelle mondiale. C'est sincèrement, dans cette ceinture climatique, etc. Alors le risque, moi, on ne reste pas très longtemps sur Terre, mais on reste longtemps, mais quand je vois pas c'est pas le risque que je vois le plus. C'est maintenant de faire prendre conscience que rien n'est fixe. Et c'est ça qui nous a en fait mis des freins à un moment donné. J'avais demandé à mon collègue, cet après-midi, Monsef, de faire une conf un jour sur pourquoi le littoral est considéré comme fixe. En fait. C'est des systèmes dynamiques. Tout est dynamique, de la colonne d'eau à la couverture sédimentaire. Et c'est de faire comprendre et d'accepter que vous vivez sur des systèmes naturels qui vont évoluer. Et qui évoluent. Et notre fixité permanente humaine nous pèse parfois. Alors, il faut faire des choix. Et derrière la notion, par exemple, de préservation, en tant que scientifique, parfois je m'inquiète. Parce que quand ils disent préservation, certaines personnes, c'est dans quel sens? Il faut bien mesurer aussi ce vocabulaire. Il est aussi très fixiste, en fait. Donc, nous sommes dans une dynamique nouvelle, avec un challenge, mais qui est offert
toute génération, à savoir qu'on va vivre dans des milieux, des écosystèmes qui ont toujours évolué. En tant que géologue, si je donne mon point de vue sur l'humanité, vous ne serez pas choqué parce que vous l'avez déjà entendu d'autres personnes. Mais en rien, je crois, chez nous, notre volonté de devoir contrer tout, on n'arrivera pas à contrer effectivement tout. Moi, il y a un point qui, en tant que citoyen, mais aussi en tant que scientifique, me choque. Ça touche pas, c'est global, c'est ce que j'entends, disons, à travers la presse écrite ou ces médias qui nous cultivent aussi. Et ça, je les salue parce qu'ils font un travail de longue haleine, c'est pas uniquement les réseaux sociaux, c'est toute l'information. Ce qui me dérange le plus, c'est la méconnaissance de notre environnement. J'en reviens sur la question que je vous ai dit en introduction. Posez la question autour de vous, quand vous ouvrez le robinet, levez l'eau. Vous l'avez évoqué. Et je pense que la problématique ressources est quelque chose de fondamental, sur lequel il faut ramener les gens. Quand vous parlez du monde agricole des années 50 ou avant, la notion de ressources, c'était dans l'ADN. Et c'est encore dans l'ADN des agriculteurs ou des pêcheurs, tout à chacun. C'est ça qu'il faut ramener à toute génération. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Ça nous emmène sur notre dernier axe sur les solutions. Avant ça, je voulais me retourner vers le public, savoir si justement sur cette question des risques, sur ce qui a été dit, parce que ça soulève de nouvelles questions et si oui, je vous tends le micro avec plaisir. Je voulais intervenir sur la notion de ressources aussi. En l'occurrence, la ressource des terres agricoles. J'interpelle un peu Arnaud Nicolas là-dessus. Lorient Aglo se vante d'avoir toujours un pas d'avance. Mais on se rend compte au vu des projets de développement économique, comme on les appelle, en l'occurrence des zones d'activité, les terres agricoles se font grignoter, dévorer, on dirait, à un niveau qui nous semble à nous, environnementaliste, qui dépasse l'entendement, parce que on s'aperçoit que on parle tous de souveraineté alimentaire. Si on détruit les terres agricoles, on va dans le mauvais sens. Alors le sujet que vous évoquez, je le travaille en collaboration étroite avec un autre vice-président. Maintenant, ces zones d'activité, je sais à laquelle vous faites allusion sur le territoire de Lorient Agglomération. Ce sont des secteurs qui ont fait l'objet, dans le cadre de SCOT, de flux dans les quelques années passées, et même dans le cadre d'écriture réglementaire relativement récente, qui ont fait de la part des élus responsables sur leur territoire de communes, qui ont ouvert certains secteurs à l'urbanisation et aux zones d'activité. En tout cas, moi, en tant que maire d'un agrochrist, avec les convictions que je porte depuis des années, et c'est ça que j'essaie de faire transpirer aussi dans un certain nombre de domaines à Lorient Agglomération. En 2014, quand je suis arrivée maire d'un agrochrist, j'appliquais un flux qui datait de 2007. On a travaillé beaucoup avec toute la dimension participative et citoyenne sur le territoire. Notre flux a été révisé fin octobre 2019 et on a rendu 18 hectares à la terre agricole. Parce que ces notions de gestion économe de l'espace, c'est pas un vain mot, c'est pas un vocabulaire qui est récent. Moi, dans le métier que je portais au niveau de la DDE, devenu DDTM depuis quelques années, c'était déjà des choses qu'on portait dans la dimension pédagogique de l'aménagement du territoire. Mais comme il nous appartient, tout à l'heure, on a parlé de la directive cadre sur l'eau, la directive européenne. Mais dans tous les domaines, moi, je me rends compte qu'il faut porter en permanence de la pédagogie. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est qu'on a trop tendance à travailler en tuyaux. Et c'est ce que je disais avec les services avec lesquels je travaille à Lorient Agglomération. Il est grand temps, peut-être à la région aussi, il est grand temps qu'on puisse mettre des outils en place pour travailler dans le cadre d'une plus large transversalité. Parce qu'on
façon ou d'une autre, pour essayer d'aboutir à des objectifs, mais on ne prend pas tout à fait les mêmes chemins et on n'échange pas nos cultures réciproques. Merci. C'est pour cette notion de données, big data, mais associé à ça de tableaux de bord et d'indicateurs, parce qu'on a des données, qu'est-ce qu'on en fait? Et comment on pilote? Parce que Armel, tu es vice-président de l'Aglo, maire d'une commune, mais voilà, tu as bien des indicateurs. Il faut que les indicateurs, enfin, tu en as sûrement, mais est-ce que ces indicateurs-là, par rapport à tout ce qu'on a dit, sont pertinents? Peut-être pas, il y a peut-être des choses à compléter avec d'autres. Tout à l'heure, Guy parlait d'un certain nombre d'éléments et de montrer que finalement, les indicateurs qu'on suit à un moment donné, est-ce qu'ils englobent une certaine chose ou pas? Et notamment la pollution de l'air, qui n'est peut-être pas intégrée. Donc voilà, moi je pense que c'est important ça. Et puis ce qui est important aussi, c'est la notion de collectif et d'intérêt général. Et je reviens sur le Conseil de développement. On fait une journée là, pourquoi? Parce qu'on a cette conviction-là. Le Césaire à son niveau. Il faut absolument que la société civile et les citoyens puissent être entendus, et ils le seront, j'espère, de plus en plus, notamment sur un certain nombre d'actions que l'on mène. Et la journée d'aujourd'hui est importante aussi pour nous, pour se rendre compte que, et moi je vous félicite, mais je félicite tout le monde, parce qu'on débat aujourd'hui de choses qui sont très importantes, et de façon, on s'écoute, quoi. Il faut qu'on continue à s'écouter et qu'on construise ensemble. Voilà. Je reprends peut-être votre première question. C'était justement toutes ces récoltes de données pour en faire quoi? Alors, Ronan Le Guen. Alors, je ne vais peut-être pas tout à fait répondre à cette question, mais je pense que ça va aborder le sujet. On parlait tout à l'heure des ressources. Je trouve que c'est effectivement intéressant parce qu'à un moment, la nature, elle n'a pas besoin de l'homme. La nature, elle existera encore. Un géologue, voilà, il va se dire, de toute façon, dans 20 millions d'années, la Terre elle sera là, est-ce que nous, on sera là, c'est pas sûr, mais elle pleurera pas. Donc, je pense que les ressources, c'est vraiment important, et c'est de toute façon, à un moment ou à un autre, un mur qu'on ne peut pas franchir. Et je prends un exemple, vous prenez l'Ille-et-Vilaine, aujourd'hui, ils ont un gros problème hydrique. Ça veut dire que, même s'ils veulent se développer, pour reprendre l'ambition, par exemple, du Pays de l'Orient, sur l'Ille-et-Vilaine, aujourd'hui, développer des usines agroalimentaires alors qu'il n'y a pas assez d'eau, ben, c'est impossible. Donc, même si le territoire est attractif, même si d'autres conditions sont là, ben, le maillon le plus faible, qui est là pour le coup l'eau, mais ça pourrait être autre chose, ben, il y a un facteur limitant qui interdit tout développement. Et donc, je pense que ça, ce sont vraiment des points sur lesquels il faut être très vigilant, parce qu'on peut avoir des ambitions, mais la nature, elle est là, et on n'a rien à faire de ces ambitions. Et il faut plutôt composer avec, comprendre comment ça fonctionne, et après essayer de s'adapter. Et je pense qu'aussi, il faut s'adapter, mais intelligemment, là encore, en s'appuyant sur des données, sur des scientifiques, pour ne pas faire des choses qui vont être contre-productives dans 5, 10 ans ou 15 ans, et qui auront été contraires à l'effet initial. Et donc, tout ça, ça nécessite justement de l'interaction, de l'écoute, c'est ce que vous avez dit, et d'avoir tous les partenaires, enfin, toutes les personnes concernées qui se mettent autour de la table et qui comprennent ces enjeux-là pour pouvoir se développer d'une façon harmonieuse dans la durée. Vous dites, du côté des actions à mener, Ronan Le Guen, que chacun peut faire sa part. Oui, c'était le sens de notre étude, c'est-à-dire qu'effectivement, les jeunes aujourd'hui doivent être formés, ou en tous les cas acculturés à l'environnement pour devenir plus tard acteurs. Les entreprises aujourd'hui ont un rôle fondamental dans la préservation de l'environnement, mais aussi dans le vivre ensemble. Et donc, cette politique responsabilité sociale et environnementale, le fameux RSE, c'est important, et les salariés sont en attente aussi de cette politique dans leurs propres entreprises. Les agriculteurs aujourd'hui sont aussi dans une volonté de s'adapter, mais simplement il faut leur laisser le temps aussi, parce que ça se fait pas en 5 minutes. Et donc je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a envie d'agir, mais je pense que agir individuellement, je reviens sur les 25%, ça ne sera que 25% si on va avoir les 70 restants,
je reviens là-dessus, il faudra se mettre autour de la table et interagir, créer un écosystème où tout le monde apportera ses contraintes et son savoir-faire pour pouvoir faire que la somme des individualités soit supérieure aux individus. Alors, Loïc Quirien, c'est bien sûr les entreprises que vous représentez aujourd'hui, les entreprises bretonnes. Quel est l'équilibre à trouver justement pour mener des actions de ce côté-là? Justement, c'est ce terme de RSE qui probablement prend aussi une dimension nouvelle dans le réseau produit en Bretagne. Donc, à la dernière Assemblée Générale qui s'est faite en Morbihan et en distanciel, a été lancé un projet d'un label RSE produit en Bretagne qui s'appelle Bretagne 26 000. Il est construit sur la base du référentiel Lucie, qui est assez connu, et qui a une ambition qui va au-delà de la simple dimension RSE. Ce sera le premier label territorial. C'est-à-dire qu'il intègre aussi cette dimension de territorialité, d'implantation, de responsabilité à un endroit précis. C'est-à-dire que l'entreprise, elle existe dans un écosystème qui est sa relation au territoire, aux espaces, aux ressources, et aussi à la relation aux mobilités, aux proximités, à la formation, et comment cet écosystème entrepreneurial est aussi constructeur, responsable et constructeur d'un mieux vivre ensemble. Voilà. Et cette ambition est forte, c'est de pouvoir amener le maximum d'entreprises du réseau à viser cet objectif de responsabilité sociétale et territoriale. Maintenant, au sein du réseau, vous sentez... Alors, la première étape est en cours. Donc il était, pour justement ce... Alors, comme dans tout, il y a ceux qui partent plus vite que d'autres et ceux qu'il faut tirer un petit peu. Mais l'idée est en tout cas de s'engager, d'engager le réseau dans cette dimension-là, de dire que défendre l'emploi, l'économie sur un territoire, c'est important, mais on peut et on doit aller plus loin, et qu'on a aussi une responsabilité sociétale et territoriale, et qu'on doit la co-construire avec les acteurs. Donc la première étape était cette année que chaque entreprise, donc il y a quelques jours, devait remplir son plan de progrès, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est en 2020, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Alors c'est pas d'être parfait aujourd'hui, c'est de se dire, je commence, j'y vais, je m'engage. Et il y a une deuxième dimension, il y a aujourd'hui 9 entreprises du réseau qui sont dans la promotion expérimentale pour atteindre la labellisation Bretagne 26 000. Et l'objectif, c'est que ces entreprises soient labellisées pour la prochaine Assemblée Générale, qui aura lieu en février 2022 à Nantes, parce que Nantes est en Bretagne, c'est un fait. Et là, dans ces entreprises, celle que je dirige, l'Agora Service ici à Lorient, fait partie de ces 9 entreprises. La mission, c'est d'atteindre cet objectif de labellisation et que ces 9 premières entraînent les 471 autres qui aujourd'hui vont progressivement, j'espère, s'engager dans cet objectif de RSE territorial. Alors, rapidement. Oui, excusez-moi. Je voulais juste vous rappeler qu'effectivement la région a initié la Braille-Scope et donc, comme dire aujourd'hui, c'est vrai que la région est chef de file sur tout ce qui concerne l'environnement et la biodiversité et que justement il faut utiliser cette instance pour pouvoir remonter les informations et faire que sur tous les territoires, la région apporte ses compétences et son savoir-faire pour justement développer toutes les initiatives qu'on a évoquées aujourd'hui. Merci. Pascal Larnaud, dans les risques, on parlait de la surpêche. Puisqu'on parle des actions à mener, quelles sont vos préconisations pour agir intelligemment contre la surpêche? Oui, on peut mettre en place effectivement différentes mesures techniques et comportementales. Je veux bien que vous passiez ma dernière diapositive, s'il vous plaît. Allô, technique. La toute dernière, il n'y en a qu'une, mais ça, je vais vous tirer sur ma courbe tout à l'heure. Mais en tout cas, la première action qu'on peut mettre, c'est ce que l'on appelle la sélectivité des engins de pêche, c'est-à-dire sélectionner ce que vous voulez capturer et la taille de ce que vous voulez capturer, les espèces et les tailles. Cette sélectivité elle va être au sein d'une même espèce, éviter de pêcher des reproducteurs, choisir de pêcher le plus gros poisson, c'est la sélectivité intraspécifique. Vous pouvez voilà, merci, allez-y, poussez encore un petit peu. Voilà. Elle peut être aussi interspécifique entre espèces, par exemple, pêcher que de la langoustine sans pêcher de poisson, donc problème mondial, pêcher de la crête sans pêcher de poisson, des choses comme ça. Il y a des solutions pour ça, des solutions techniques relativement simples en fait. Alors, je reviens sur ma courbe de tout à l'heure, on en
maximale durable, vous retrouvez la courbe bleue de tout à l'heure. En fait, la sélectivité, c'est décider de pêcher plus gros au sein d'une même espèce. Là, on est sur une espèce donnée. Eh bien, si on décide de pêcher plus gros à l'âge, par exemple, à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, ce qui correspond aux 4 courbes que vous avez sur l'image, poussez encore un petit peu, s'il vous plaît, avec les flèches, voilà. Voilà. Et pour un même effort de pêche, en fait, vous voyez que les courbes sont rien n'est fixe, comme tu disais tout à l'heure. Ce fameux rendement maximal durable, il n'est pas immuable, il peut bouger et on peut le faire évoluer avec des bonnes pratiques. Et si on décide tout simplement de pêcher plus gros, eh bien, le niveau de rendement maximal durable va bouger, vous voyez, et quand on arrive sur la courbe verte du haut, eh bien là, on a 80% d'augmentation pour un même effort de pêche, quoi. Donc, c'est une des solutions, en tout cas, pour avoir des stocks qui se portent mieux, ce qui permet d'atteindre le rendement maximal durable. Alors, on peut faire ça de façon très simple. On peut faire ça de façon très simple. Vous avez les mailles d'un chalut. Les mailles d'un chalut, je vais essayer de parler assez fort comme ça, elles sont losanges. Donc, quand vous avez l'eau qui pousse dans le chalut, les mailles se ferment naturellement comme ça. On peut simplement tourner les mailles, et si on les tourne par exemple à 45 degrés, vous pouvez obtenir ce genre de mailles. Elles vont rester carrées comme ça, ouvertes, quelle que soit la traction dans le chalut. Et ça, c'est une solution. On peut aussi tourner à 90 degrés, par exemple, ça me donne ce qu'on appelle le T90. On peut régler les chaluts pour avoir des mailles beaucoup plus ouvertes comme ça, qui vont laisser échapper les petits poissons. Si aujourd'hui en Méditerranée, on décidait de pêcher du merlu, merci, beaucoup plus gros, eh bien, avec des mailles par exemple de star, eh bien, on pourrait effectivement se merlu, je pense, en Méditerranée. Mais aujourd'hui, on a des mailles petites, fermées, et voilà. Donc, mais si on veut trouver des solutions, on peut en trouver à ce niveau-là. Donc l'aillage, sur Lyon, on connaît bien les grilles sélectives qui ne sont pas encore là, mais par exemple pour la langoustine, des petites tamis pour laisser échapper les petites langoustines, c'est des choses qui permettront vraiment d'augmenter, d'améliorer la quantité de langoustines à pêcher à terme. Voilà, il y a ça, on peut citer des techniques de pêche alternatives, la pêche à la nasse, au gazier, à la palangre, sachant que ces 3 engins que je viens de citer, il faut des appâts dessus. Et les appâts, il faut les pêcher, bien souvent on les pêche au chalut. Donc, alternative au chalut, certes, et en plus, par exemple, pêcher de la langoustine au gazier, vous mettez un appât ça veut dire j'attire, et les langoustines vivant dans des terriers, par exemple, eh bien, vous attirez les langoustines, vous les faites sortir le terrier, vous faites sortir, par exemple, en particulier les femelles, les grosses femelles, on pêche des grosses langoustines au gazier, que le chalut, lui, va laisser au fond, sans les abîmer d'ailleurs. Donc, vous voyez, rien n'est simple pour vraiment des études techno-socio-économiques, comme j'aime à le dire, et avant de tirer des conclusions, quelles qu'elles soient. Voilà, on peut aussi, tout simplement, en termes de comportement, adapter à ce que l'on appelle, les scientifiques parlent de mesures spatio-temporelles, c'est-à-dire vous évitez une zone parce qu'il y a des juvéniles, parce qu'il y a des reproducteurs, ça peut être pendant toute l'année, ça peut être à une période de l'année, d'où le temporel, ça peut être aussi tout simplement le comportement, et de plus en plus les pêcheurs ont leur comportement, adaptent à un comportement sélectif en évitant des zones où il y a des juvéniles, quoi. Parce que c'est beaucoup de temps de tri, et puis ils savent qu'il faut préserver les ressources, donc les mentalités évoluent là-dessus. Et puis, alors on peut être sur des choses, si on parle de technologie, là, en montant dans la technologie, on travaille beaucoup avec l'UBS, avec un laboratoire en particulier, l'IRISA, le LabStick aussi sur l'Orient, et où là, je vais rebaisser mon masque parce que je commence à aspirer un peu fort. Voilà, l'intelligence artificielle. Dans la pêche aujourd'hui, on commence à mettre de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du deep learning comme on dit, où on va observer avec des caméras 3D, observer ce que l'on va pêcher et le mesurer, et décider de le pêcher ou pas. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut soit laisser échapper des poissons qui sont rentrés dans un chalut, on se débrouille, et si on sait le faire, on les laisse échapper, si ça ne nous intéresse pas, c'est l'activité. Mais on peut aussi décider de, je vois quelque chose qui ne me plaît pas, ou à la limite, on a un chalut qui est levé du fond. On fait ça dans notre bassin d'essai à Lorient, qui est soutenu par les lots, d'ailleurs, je vous remercie. Mais effectivement, on a un chalut qui peut être levé du fond, et on va le poser qu'au moment où on verra quelque chose d'intéressant. Voilà. La pêche, aujourd'hui, peut aller jusque-là, et on est tout près, avec de l'apprentissage profond comme ça. Donc, et ça va permettre, bien sûr, à la fois de faire de la sélectivité et de limiter l'impact sur les habitats. Et quand je dis limiter l'impact sur les habitats, quand on touche moins le fond, également on consomme moins de carburant. On peut faire de la simulation numérique également pour optimiser les formes et tout, les diamètres, et choisir de mettre des maillages plus grands pour consommer moins de carburant également, ce genre de choses. Et puis dernière, je pourrais en citer plein comme ça, peut-être le dernier quand même par rapport au plastique, aux bouteilles de plastique qu'on a ce matin, les engins de pêche sont souvent en grande partie en plastique, et aujourd'hui on peut, alors on a des projets qui vont démarrer dessus, mais faire des engins de pêche biodégradables. Vous aurez un petit atelier, je pense, cet après-midi avec Cyber, qui est basé à l'Armor ici, qui commence à faire des filets fins, des traînailles, des
filets maillants biodégradables. Ça fonctionne sur le filet, mais aujourd'hui on a un projet qui démarrera prochainement, j'espère, avec la société de Dresden, et puis l'UBS Elanco également, enfin l'IRDL, l'Institut de recherche du Puy de Dôme, avec l'IFREMER. Mais on va vraiment faire de l'éco-conception, c'est-à-dire qu'on va concevoir le chalut avec des points de renfort pour permettre l'utilisation de nappes de filets biodégradables. Donc, voilà. Et là, quand un chalut va s'user sur le fond, eh bien, les particules qu'il va laisser éventuellement dans l'eau, ce sera biodégradable. On peut aussi, bien sûr, mettre en place des réseaux de collecte, recycler, il y a des choses comme ça. Il y a une loi qui est passée là-dessus. D'ailleurs, la pêche, d'ici 2025, est mise en place un système de ce qu'on appelle la responsabilité des producteurs, qui est très importante, où il va falloir prendre en compte toute l'analyse du cycle de vie et mettre en place des solutions, mais les solutions, elles existent. En tout cas, on en a vu des exemples très concrets avec vous, Pascal, donc on voit, et puis sur le territoire de Lorient, avec pour ça, au bord de Lorient, un beau laboratoire. David Meunier, les actions de biosurveillance sont essentielles et doivent s'inscrire dans la durée. C'est ce que vous préconisez dans les actions menées. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Je crois beaucoup qu'on a encore à apprendre de ce qui passe entre le zéro des cartes marines du Chaume et 200 mètres de profondeur. Et permettez-moi de vous dire que la France métropolitaine n'a pas suffisamment investi dans ces secteurs. On le voit bien. On a souvent été sollicité, et encore récemment, par rapport au sujet UMR. Et on voit bien qu'il y a des sujets, moi, qui m'ont fait extrêmement plaisir, parce qu'ils sont venus chercher des jeux de données pour qu'on puisse discuter avec eux. Mais néanmoins, je pense qu'il y a ce besoin, en fait, une nécessité absolue que la Bretagne, et n'attend pas forcément tout de l'État, à savoir de continuer d'investir sur ces plateaux, ce qu'on appelle les plateaux continentaux. Prochainement, on va embarquer en Guyane, on va aller travailler sur des Guyanes françaises, on va faire des investigations au large, même chose, peu connue. Ces secteurs peu profonds. Or, les enjeux, une grande partie des enjeux d'humanité se passent sur ces plateaux. Et on voit bien par rapport au conflit d'usage les besoins d'une nécessité, si on développe les énergies marines renouvelables, que ce soit à travers les courants ou éventuellement les éoliens offshore, des besoins de connaissances, d'amélioration de la connaissance. Le monde de la pêche, sur l'exemple avec lequel je travaille, en baie de Saint-Brieuc, de manière très concertée, ouverte, sur lequel j'ai aussi associé la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc. Je crois beaucoup dans ces partenariats publics-privés. Je pense que c'est de notre avenir. Cette transversalité dont vous avez fait part tout à l'heure, cette pédagogie. Donc voilà, je dirais comme ça, mais je pense qu'effectivement, il ne faut pas faire une étude ponctuelle pour l'arrêter. Je citerai à la suite de l'ERICA. Ifremer a été sollicité, vous avez fait un travail remarquable, le projet REPET. Et puis après ça s'arrête. C'est dommage. C'est ça le signal que je voudrais faire passer. Il faut poursuivre, non pas le faire de Saint-Malo à l'estuaire de la Vilaine pour faire plaisir à tous les élus, mais choisissons à l'échelle de la Bretagne des zones cibles qui seront des indicateurs sur lesquels on pourra transmettre l'information et dire aux collègues du Nord-Bretagne, du Sud-Bretagne, ou de l'Ouest ou du Nord-Est, voilà comment on a, quel type de résultat peut nous aider. Il ne s'agit pas de tout faire, mais sélectionnons. Ayons des indicateurs qui permettront éventuellement peut-être de répondre à des directives de stratégie de façade, comme c'est l'enjeu aujourd'hui. Merci. Alors, Armelle Nicolas, on va terminer sur les actions avec vous, parce que de nombreuses actions ont été menées à l'échelle locale sur le pays de Lorient, c'est depuis les années 80, pour limiter les risques évoqués précédemment. Est-ce que cela a apporté ses fruits? Est-ce que vous pouvez nous citer des exemples précis d'actions qui seraient efficaces? Alors, j'ai peut-être pas assez de recul encore dans la culture du territoire pour l'évoquer, mais tout à l'heure, je disais que Lorient Agglomération investissait le territoire depuis 1999. Et les travaux de protection des biens et des personnes ont été mis en œuvre, notamment sur la presqu'île de Gare, suite à la tempête de 2008. Avec les premiers travaux en 2012, qui ont dû être repris et reconsidérés là dernièrement, avec une naturalisation de la digue et les équipes qui ont été repris et remis en œuvre. Donc oui, Lorient Agglomération met des outils de connaissance en place, comme l'Observatoire du littoral, entre autres, met des outils de suivi aussi avec l'UBS sur le trait de côte et les problèmes d'érosion côtière. Il y a eu aussi des travaux importants sur l'anse de Kerguelen.
voudrais venir surtout sur la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations que la collectivité a pris au 1er janvier 2018. Et là, on est sur 132 km de côte. Il a fallu, en fonction du décret de 2015 et du décret de 2019, conjuguer la lecture de ces deux décrets là, pour hiérarchiser un petit peu l'intervention de Lorient Agglomération sur son territoire, justement pour préserver les biens et les personnes dans ces zones très vulnérables, notamment en zone basse. Donc on a délibéré sur un certain nombre d'ouvrages en conseil communautaire, mais il faut savoir que juridiquement, l'autorité compétente de Lorient Agglomération prend la responsabilité, justement, en ayant délibéré sur l'intervention sur tous ces ouvrages-là. Quoi qu'il arrive, on est responsable des biens et des personnes qui sont en deçà des systèmes d'équipement qu'on connaît aujourd'hui. Merci. Vous voulez ajouter peut-être un autre exemple? Alors, les études de danger sont en cours, hein, sur l'Anse du Stôle, sur Kerguelen, sur Gavre, 4 études de danger, sur la Nouvelle, à l'Armor aussi. Il s'avère que le temps administratif est long parce que suite à ces études de danger, il nous faut obtenir les autorisations au titre de la loi sur l'eau. Mais pendant ce temps-là, il nous appartient, dans le cadre de notre responsabilité, de mettre un certain nombre de travaux en place pour que ce système d'endiguement soit maintenu en fonction des aléas qu'on peut vivre, tempêtes. On se rend compte qu'avec le réchauffement, cette notion de réchauffement climatique, les tempêtes sont plus prégnantes et plus régulières sur notre territoire aussi. Bien, merci à tous les 5. Alors, vu l'heure, je vais bientôt donner la parole à Lisiane pour une petite synthèse. Je voulais juste savoir s'il y avait quand même des questions sur ce qui vient d'être dit et si vous aviez envie de profiter des actes. Une question sur la biodiversité, donc le vivant, qui concerne les rivières. À Haut-et-Rivière, on est en bataille, on va dire, en lutte contre la perte de continuité écologique. Continuité écologique, c'est quand même une directive cadre sur l'eau, et on se bat particulièrement sur le Blavet. Le but, c'est de libérer le Blavet. On s'oppose là-dessus aux élus, aux collectivités principalement autour de Pontivy, pour libérer, pour ouvrir tout simplement les vannes. Il y a des exemples dans ce sens-là un peu partout dans la France, dans le Tarn, dans la Normandie. Il y a eu des articles là-dessus, des choses assez spectaculaires, on va dire. Là, on demande seulement l'ouverture des vannes, pour faire simple. C'est un enjeu de préservation de certaines espèces, en particulier des espèces migratoires. C'est aussi un enjeu alimentaire, quelque part. Nicolas, oui, c'est une étude qui date des années 2005-2006. C'était avant l'approbation du premier sage Blavet. Et dans le cadre de cette étude-là, il avait été préconisé d'essayer de débarrer entre Guerlédan et Pontivy. Pour X raisons, et notamment, je pense que la culture des élus de l'époque n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, c'est une question qui m'a été posée dernièrement, et avant qu'on puisse dire qu'on va vers le débarrage du Blavet, je pense qu'au travers du conseil de développement, mais pas que, avec les ateliers des usagers dans le cadre du SAGE, je pense que c'est pas que le politique là qui doit faire et qui doit pouvoir faire. Je pense qu'en fonction de tous les usages qui sont sur le Blavet, il va falloir porter une grande réflexion citoyenne, une grande réflexion participative qui permettra aussi de partager une culture commune sur les enjeux. Mais c'est pas demain, je pense, il y aura besoin d'études complémentaires par rapport à celle qui était portée en 2005-2006, j'ai plus trop la date en tête. Mais c'est un sujet qui reviendra inévitablement, je pense, si je le pense sincèrement. merci.
Oui, en attendant, on va applaudir tout le monde, je pense. En attendant que Lisiane commence, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Loïc. Loïc, on parle de responsabilité sociétale des entreprises, du territoire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis maintenant, c'est 2018 ou 2019, ici sur le territoire, on a essayé de dire finalement, il n'y a pas que les entreprises qui doivent s'impliquer, et on a utilisé le concept responsabilité sociétale des organisations du territoire, et de se dire qu'on est collectivement, on a une organisation, c'est quoi? C'est une collectivité, c'est une association, au Rivière, c'est une entreprise, c'est effectivement aussi l'université, c'est voilà, comment on fait ensemble, on s'approprie les concepts qui sont derrière tout ça. Et voilà, donc responsabilité sociétale des organisations du territoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut faire sur notre territoire. J'en profite encore une fois pour vous remercier tous les 5 pour cette table ronde. Lisiane, le mot de conclusion.